Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Installez-vous confortablement, c'est parti pour une nouvelle édition. Tests virologiques comme le PCR ou test sérologique à l'aide d'une prise de sang, les laboratoires médicaux sont mobilisés depuis pas mal de temps. Ils sont au cœur des dispositifs sanitaires mis en place à travers le monde. Le ministre d'État a visité les laboratoires de Fontvieille du Jardin Exotique. Nous verrons cela dans ce journal. Le Conseil économique, social et environnemental lance la 14e édition de son CES des jeunes. L'objectif étant de faire avancer la société civile et impliquer concrètement la jeunesse dans la vie de la cité. Pour nous expliquer tout cela, nous serons avec la présidente du CESE, Caroline Rouguignon. Alors que la Fondation Prince-Pierre remet ses prix littéraires, lisons-nous suffisamment ou plus qu'avant? Qu'a changé le confinement dans nos modes de lecture? Nous vous avons posé la question. Vous le connaissez forcément, ou alors vous vivez sur une autre planète. L'apnéiste monégasque recordman du monde Pierre Frolla sortira prochainement un livre et un documentaire. Il est en plein tournage à travers le monde. Pierre Frolla est avec nous ce soir pour nous parler de cette aventure. Et enfin, nous recevrons Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco. Il nous présentera sa prochaine projection, le film de vampire Nosferatu qui date de 1922. Et pour débuter, un tour de l'actualité avec un déplacement princier dans les Balkans. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Vous avez suivi la semaine dernière le prince souverain en visite officielle en Serbie. Il s'est ensuite rendu en Bosnie-Herzégovine pour une visite de courtoisie placée sous le thème du sport. L'occasion pour le prince Albert II de découvrir à Sarajevo le musée olympique tout juste rénové. Son objectif, la mise en valeur de l'esprit de l'olympisme et de ses valeurs. Lors de ce déplacement, le prince souverain a également été fait citoyen d'honneur de la ville de Sarajevo. De retour en principauté avec une lecture concert de l'AMCA. Oui, l'AMCA pour l'association monégasque pour la connaissance des arts proposait un événement autour d'une promenade littéraire et musicale dans un musée imaginaire. Une soirée poétique en ces temps de crise. Prochain rendez-vous le 16 novembre à 18h30 au Théâtre des Variétés autour de Marc Chagall cette fois-ci. Le tri des déchets ne nous semble pas toujours évident. C'est pour cela que la SMA a souhaité aller à la rencontre des usagers. Oui, la Société monégasque d'assainissement proposait ce matin un stand de sensibilisation au recyclage des déchets sur la place du marché de la Condamine. Une rencontre avec le public pour orienter, renseigner et effacer les idées reçues sur le tri des déchets. Et on conclut ce point info avec un beau geste de la part du président de la SMFC. Deux jeunes frères de Saint-Martin-Vésubie s'étaient émus du sort de leur terrain de football et avaient adressé il y a quelques jours une lettre au président du club de football monégasque. Éric Ciotti a annoncé cet après-midi la bonne nouvelle sur son compte Twitter. 250 000 € ont ainsi été offerts par Dmitri Ribolovlev pour la reconstruction du stade de la commune sinistrée. Merci Alexandra. Ils sont en première ligne depuis le début de la crise et ils ont été littéralement pris d'assaut à la fin de l'été. Les laboratoires d'analyse médicale de Fontvieille et du Jardin Exotique viennent de recevoir la visite du ministre d'État Pierre Dartout. Le reportage de Patricia Navarro. C'est main dans la main que les laboratoires privés de Monaco avancent aux côtés du gouvernement. Pour faire face au raz-de-marée de demandes survenues à l'heure de la rentrée début septembre, ils ont reçu un renfort de choix avec le centre public de dépistage installé à l'espace Léo Ferré, indispensable pour répondre au mieux à toutes les demandes. Les capacités d'analyse et les capacités de prélèvement sont arrivées à saturation, que ce soit en France ou que ce soit à Monaco. Tous les laboratoires ont été concernés par cette vague submersive de demandes de PCR et de sérologie. Aujourd'hui, le centre Léo Ferré accueille donc notamment les personnes présentant des symptômes et apparaissant comme prioritaires. Les laboratoires privés absorbent le reste de la demande. Nous, comme on en a convenu avec le gouvernement, on fait, si vous voulez, le restant, à savoir tout ce qui est réglementaire, les tests qui sont utiles soit pour les entreprises, soit pour le confort entre guillemets, ou alors les gens qui doivent se déplacer. Donc on essaie évidemment, s'il y a des urgences, on est là également. Et c'est ainsi que dans ces laboratoires sont réalisés quotidiennement des tests sérologiques et pas moins de 75 tests PCR. Ce dernier chiffre devrait rapidement monter à une centaine par jour. Les laboratoires se sont en effet équipés de nouveaux appareils avec un engagement. Les résultats sont connus le jour même du prélèvement.
On passe au Conseil économique et social, qui s'appelle à présent le Conseil économique, social et environnemental. C'est la troisième assemblée de la Principauté, après le Conseil national et le Conseil communal. C'est une assemblée consultative qui regroupe des acteurs économiques et sociaux du pays. Nous sommes ce soir avec la présidente de cette institution, que l'on appelle le CESE, Caroline Roguignon. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-nous en quelques mots le Conseil économique, social et environnemental. Quelles sont ses missions ? Alors, le Conseil économique, social et environnemental est une assemblée consultative qui regroupe 36 membres qui sont répartis en 3 collèges. Il y a le collège salarial, le collège des employeurs et le collège gouvernemental. Donc 12 membres dans chaque section. Et le fait d'avoir tous ces membres entraîne une diversité d'opinions et un partage de points de vue qui nous permet de conseiller au mieux le gouvernement. C'est une assemblée qui est un lieu de dialogue, en fait, qui permet à toutes les voix de la société civile d'être représentées. On initie des réflexions, on émet des vœux, donc que nos différentes sections ou membres souhaitent voir étudier. On donne des avis au gouvernement qui peut nous saisir, ou au Conseil national qui peuvent nous saisir sur différents projets de loi ou textes réglementaires. Donc on a un avis consultatif grâce à cette opinion variée. Et vous avez décidé depuis 2007 de faire participer la jeunesse au sein du CESE. Expliquez-nous le principe. Depuis 2007, on a réuni à peu près 500 jeunes qui ont participé au Conseil économique, social et environnemental, maintenant des jeunes. Ils ont émis entre 60 et 65 vœux. Et l'idée était de leur faire découvrir le rôle de la société civile en fait, dans la gouvernance des politiques publiques, dans la préparation de la gouvernance publique. Et ce mercredi, donc, ça sera la 14e édition. Qui sont ces jeunes? Quel âge ont-ils? D'où viennent-ils? Alors, c'est des jeunes de toutes les écoles de la Principauté. Ils ont 16-17 ans. Ils sont de Monaco ou de Nice. Enfin, ils sont scolarisés à Monaco. Et quel est l'objectif concrètement? Pourquoi avoir voulu sensibiliser les jeunes de Monaco à ce Conseil économique, social et environnemental? Parce qu'ils ont des idées jeunes, innovantes, ils sont tout frais, tout... Donc ils ont des vœux, ils émettent des vœux qui sont souvent suivis des faits. Qui vous surprennent des fois? On n'y aurait peut-être pas pensé tout seul. Ils ont des idées bien plus fraîches que les nôtres. Là, ce mercredi, donc, ça sera une découverte pour tous ces jeunes. C'est vraiment le début de cette 14e édition. Hein. C'est le début, c'est l'installation en fait. Et là, cette année, pour des raisons d'actualité, en fait, nous serons hébergés par le lycée hôtelier. Donc on aura beaucoup plus de distance les uns entre les autres et on sera dans un très bel amphithéâtre. Et je ne doute pas que cette année encore, nous aurons des vœux qui seront très intéressants. Et quel type de projet propose-t-il? Quel type de vœux propose-t-il en général? Globalement, les thématiques sont plutôt avec une composante environnementale. L'un des vœux que tout le monde connaît bien, c'était le jardin sensoriel thérapeutique au centre Régnier 3, donc qui a été suivi des faits. Oui, c'est ça, ce sont des projets qui aboutissent. Hein. Ils ont fait avancer la société monégasque, qui nous donne des idées, comme je vous le disais, bien fraîches. Il y avait par exemple, qui aurait dû être tenté au printemps, et puis je crois que l'actualité sanitaire nous l'a empêché, mais des tests qui devaient être faits de transport maritime entre Nice et Monaco. Dans les projets, donc qui seront peut-être renouvelés, enfin effectués plus tard. Voilà, donc des jeunes effectivement qui s'impliquent dans la société, dans la vie de la Principauté. Caroline Roguignon, merci. Merci. On change de sujet. Ce début de semaine est marqué par la proclamation des prix décernés par la Fondation Prince-Pierre, des prix littéraires notamment. L'occasion pour nous d'aller à votre rencontre. Lisez-vous plus qu'avant? Que lisez-vous? Le confinement a-t-il été propice à votre évasion littéraire? La réponse dans ce micro-trottoir signé Sandrine Nègre et Orazio Gaggino. Moi, je lis beaucoup des bandes dessinées et je lis beaucoup de livres d'aventure. Alors un peu historique, sans être historique aussi, mais moi j'aime beaucoup les bateaux. Alors là, je viens rendre 3 livres que j'ai empruntés pour mon fils de 3 ans. Les 3 ours, Tu ne dors pas petit ours et Plouf. Et je vais voir ce qu'il y a d'autre à emprunter. Moi je lis beaucoup de livres de psychologie, voilà, tout ce qui est attrait à l'être humain, donc tout ce qui m'intéresse pour ma profession, voilà, tout simplement. Et donc je suis fan de Mary Higgins Clark, donc je lis tous ses romans qu'elle sort chaque année. Donc là, j'en avais quelques années que je n'en avais pas lu et là, j'en ai acheté 5 et je les ai lus dans l'été. Là. Je lis quand je veux, je lis.
Quand j'en ai envie, oui. Je garde tous les bouquins que j'ai achetés et j'aime bien les relire. Vous venez de l'entendre, la lecture a encore de l'avenir. On reste justement dans le domaine littéraire, en quelque sorte, avec notre deuxième invité, l'apnéiste monégasque que l'on connaît bien, Pierre Frolla. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler de Frolla, le cœur, alors pas le cœur des hommes, mais le cœur des océans. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce projet? C'est un projet de livre photo de 250 pages qui est une forme de bras de levier à la sensibilisation de l'environnement, avec un message surtout en images pour changer un peu de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc pas de très grandes phrases, parce que j'ai l'habitude de faire de trop longues phrases apparemment, mais surtout de très très belles images. Comment est venue l'idée de ce projet? J'ai voulu donner un regard un peu différent à ma façon de faire. Donc jusqu'à présent, j'utilisais surtout de l'audiovisuel. Alors on n'a pas arrêté, mais je me suis rendu compte que la force et le pouvoir des photos étaient un bras de levier vraiment je dirais puissant. Ça, c'est la première chose. Et puis, je me suis rendu compte avec le temps que les gens étaient peut-être tout autant sensibilisés à de très très belles images plutôt qu'à de très grands discours. Où est-ce que se déroulent toutes ces aventures? Enfin, vous avez fait un premier voyage en Polynésie, il va y en avoir d'autres, racontez-nous un petit peu ça. Alors oui, là je rentre, il y a 2 jours, j'étais encore en Polynésie, je suis rentré il y a 2 jours de Polynésie. Nous avons fait d'abord Moorea pendant 10 jours et ensuite Tubuai, qui est la toute petite île la plus extrême des Australes, en Polynésie française. On est parti à la rencontre principalement des baleines à bosse, parce qu'elles sont en pleine migration. Donc l'idée c'était à chaque destination d'avoir un animal prépondérant. Donc là on a voulu les baleines à bosse parce qu'il y a un domaine d'interaction très particulier entre les baleines à bosse, les mères baleineaux, les baleineaux et les êtres humains. Lorsque les êtres humains arrivent à se glisser dans l'eau avec humilité, avec patience, et on arrive à interagir avec ces animaux et faire de très très belles choses. Vous savez que les baleines ont failli disparaître de notre fête à la fin du 19e siècle. Et maintenant, l'idée, c'est d'inverser la tendance et d'arriver à sensibiliser l'humanité pour qu'on protège ces animaux. Quelles sont les complexités pour réaliser ce projet? La problématique première, c'est d'avoir le temps de pouvoir faire ces choses. Pouvoir faire ces choses, ça nécessite d'être présent sur place sur un laps de temps très long, parce que les animaux décident, c'est pas nous qui décidons. Pour vous donner une idée, lorsqu'on repère une mère avec son baleineau, on va pratiquement pendant 1 heure naviguer tout doucement à côté d'elle pour se faire accepter. Une fois qu'elle va se poser, c'est-à-dire une fois qu'elle va descendre au fond de la mer, vers 20 mètres de profondeur, à ce moment-là, elle va venir tout doucement en nageant essayer de la retrouver, parce qu'à 20 mètres de profondeur, dans une eau un peu turbide, il n'est pas dit qu'on la retrouve. Une fois qu'on la retrouve, on va se positionner au-dessus et lui montrer qu'on n'est pas agressif. Et une fois que c'est fait, c'est la maman de la baleine qui va décider si oui ou non on peut à un moment interagir avec son petit. Quelle est la suite? Quels sont les animaux, les autres voyages là? Alors l'idée c'est de venir au contact de tous les grands animaux des océans. Donc là on a parlé des baleines à bosse, il y a tous les grands requins aussi. Il va y avoir d'autres baleines, hein, les cachalots notamment, d'autres baleines aussi, les baleines bleues. Et puis il y a bien entendu tous les autres grands animaux de la mer. Donc notre prochaine destination, c'est Baja California, au sud du Mexique, au sud de la Californie. L'idée, c'est de pouvoir rencontrer des requins-baleines, des dauphins, des raies mantas, éventuellement des grands requins, au même endroit, au même moment. Et quel message vous voulez faire passer? Le message, alors c'est toujours le même, toujours le même depuis de très très nombreuses années. C'est l'importance à un moment de sensibiliser d'abord les gens et d'être sensibilisés à la beauté pour la protection de la nature. Quand est-ce que l'on va pouvoir se procurer ce livre et découvrir ce documentaire? Il va falloir attendre Noël 2021. Alors c'est presque demain, mais il y a encore pas mal de choses à voir avant. Sauf que grâce à l'audiovisuel, on fait un carnet de route. Ça a déjà commencé sur nos réseaux sociaux depuis presque 15 jours maintenant. Il y a une forme de carnet de route de notre aventure, de nos aventures, pour commencer à toucher les gens, les sensibiliser, leur faire comprendre ce que l'on fait, les informer de ce que l'on fait. Donc pourquoi aussi il faut attendre plutôt décembre 2021? Parce qu'on n'est qu'au début de notre épopée. Donc le début c'est la Polynésie, ensuite c'est la Basse-Californie et Socorro. En février ce sera l'océan Indien avec les cachalots principalement à l'île Maurice. Et on terminera nos aventures au Groenland
à partir du 24 mars. Pour aller à la recherche d'un animal que je n'ai jamais rencontré, bien entendu, parce qu'il n'existe que là-bas et il a été très peu vu, c'est le requin du Groenland. Le Graal, le requin du Groenland, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Ouais. Pierre Frolat, donc vous l'avez dit, il va falloir attendre fin 2021 pour pouvoir découvrir ce livre et puis le documentaire. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de m'avoir reçu, c'est très gentil. Et vous pouvez suivre notre carnet de route sur nos réseaux sociaux tous les jours. Merci Pierre. On vous retrouve Alexandra pour des idées de sortie. Vous nous proposez quelques événements pour les jours à venir. Oui Fabien, et on commence avec du sport et un match de la Roca Team. Les basketteurs monégasques recevront les Telenet Giants en Vrep mercredi à 19 h à la salle Gaston Médecin. Un match comptant pour le championnat Eurocup. Même jour, mais dans un autre domaine, on s'intéresse cette fois aux mélomanes. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a repris ses concerts grande saison. Beethoven sera au programme avec Martin Helmchen au piano et Frank-Peter Zimmermann au violon, mercredi à 20 h à l'Auditorium Régnier 3. La compagnie des ballets de Monte-Carlo était l'une des premières d'Europe à reprendre les répétitions. Les danseurs sont de retour sur scène. Après une tournée en Espagne au mois de juillet et une à Biarritz mi-septembre, Jean-Christophe Maillot est de retour sur la scène de la Salle des Princes du Grimaldi Forum avec 2 pièces emblématiques de son répertoire, Altro Canto et Vers un paysage. Du 15 au 17 octobre, quelques places sont encore disponibles. Merci Alexandra, ça devient une tradition dans ce journal. Nous vous parlons régulièrement des projections cinématographiques de l'Institut audiovisuel de Monaco. La prochaine date à retenir, mercredi 21 octobre au Salle Garnier à 20 h. Et ce sera un ciné-concert en partenariat avec l'Opéra de Monte-Carlo. Je me suis entretenu à ce propos avec Vincent Vatrican il y a quelques jours concernant la projection d'un film qui, j'en suis sûr, aura du mordant. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. On va découvrir un film d'épouvante, Nosferatu, mais attention, celui de 1922, hein, pas le remake avec Klaus Kinski et Isabelle Adjani. C'est la première version, c'est le début des films d'épouvante en quelque sorte. Oui, et puis à l'époque, Murnau n'a pas eu l'autorisation d'appeler son film Dracula, tiré de par rapport à la famille. Ouais. Absolument. Donc c'est devenu Nosferatu. Et ce film est un film presque légendaire, puisque d'abord circulent plein d'histoires plus ou moins vraies sur le personnage et l'acteur. Max Schreck, qui interprète Nosferatu, qui est l'homme d'un seul film, qui est incroyable. Et puis c'est un film qui a été, hélas, monté et remonté à telle enseigne que pendant très longtemps, c'est un film d'1 heure qui circulait. Je l'ai vu à la Cinémathèque universitaire il y a une trentaine d'années. Le film a été tellement saucissonné que l'intrigue était absolument incompréhensible. Là, il y a eu un certain nombre de restaurations. C'est la dernière en date qu'on va proposer par la Fondation Murnau en Allemagne. Et c'est la copie intégrale telle que l'avait souhaité Murnau, donc quasiment 1h30. Et le film, évidemment, prend une toute autre dimension, d'autant que la version a été restaurée avec les teintes d'origine, puisque dans le cinéma muet, on jouait beaucoup sur les teintes pour donner le jour, le la nuit, etc. Oui, il y a trois couleurs différentes, je crois. Il y a le jaune, le bleu et le rouge. Et le rouge, c'est ça. C'est un film muet qui installe une atmosphère, une ambiance absolument incroyable. Absolument incroyable. Murnau est le cinéaste de l'ombre et de la lumière. Pour résumer, une dimension picturale assez importante. Murnau est essentiellement un cinéaste peintre. C'est aussi ce qui reste fascinant plus d'un siècle après, enfin quasiment un siècle après le tournage du film. Et puis en termes de mise en scène, c'est quand même également un bonheur. Le film sera porté, il faut le signaler quand même, par la musique de Jean-François Zigel, puisqu'on est dans le label Ciné-Concert. Ça sera une improvisation d'ailleurs. Ça sera une improvisation. Alors, comme toujours, les pianistes qui improvisent ont quelques recettes, hein, ils ont quelques thèmes, quelques lignes forces, mais pour le reste, c'est évidemment
le direct et l'inspiration qui joue. Oui, c'est comme le disait Georges Decaune, toute improvisation se travaille. On est loin des films d'horreur de maintenant, sanguignolants, avec des effets spéciaux incroyables, mais c'est ce qui fait son charme, justement. Oui, il faut peu de choses pour installer un climat d'horreur. Le premier moment où on bascule dans ce climat fantastique avec la première goutte de sang versée, il ne faut pas grand-chose et tout de suite on est stupéfait par la force de ces plans, de ce cadrage, de cette lumière qui effectivement nous fascine. On est dans un cinéma qui est plus suggestif que démonstratif. Alors, ce n'est pas le premier film d'épouvante, c'est même pas d'ailleurs le premier film sur Dracula, mais c'est un film qui a inspiré beaucoup de réalisateurs, j'imagine. Beaucoup, énormément. Vous le disiez, Werner Herzog, ce n'est pas son meilleur film, mais Coppola, le Dracula de Coppola, qui est pour moi une réussite. Donc c'est une source d'inspiration intarissable. Même Polanski aussi, Bien sûr. le roman l'a inspiré. On avait d'ailleurs diffusé cette version-là qui prend carrément le contre-pied parce que sur une base fantastique, le film vire plutôt au grand guignolesque, voire à la comédie. Le bal des vampires. Le bal des vampires, absolument. Et qui est, je trouve, un film assez réussi de Polanski. En attendant, là, c'est Nosferatu. Allez vraiment voir cette projection. C'est ce mercredi 21 octobre dans la salle Garnier. On se quitte comme d'habitude avec un extrait. Merci Vincent Atrécon. Merci Fabien. À Nosferatu, un grand classique des films d'épouvante à ne pas manquer. Nous vous retrouvons, Alexandra, pour les prévisions météo de ce mercredi. Le temps s'obscurcit à partir de mercredi, Fabien, couvert le matin et risque d'orage et d'averses dans l'après-midi. Les températures seront fraîches avec 11 degrés pour la matinée et 14 degrés dans l'après-midi. Nous fêterons les Saint-Just. Et c'est juste son prénom. Merci Alexandra. On se quitte avec les photos du jour. Ce mardi, la Fondation Prince Albert II, Terre de Monaco et la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports ont signé un accord à l'école de la Condamine afin d'entériner le financement de 6 potagers urbains, chacun destiné à une école de la Principauté. Le but étant d'organiser des ateliers pour les élèves. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Ces photos sont signées Manuel Vitali. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition ce mercredi dès 19h. À très bientôt. Au revoir.